Un bon vélo électrique, ça vaut plus de 2000 €. Peu de gens qui sont capables de mettre 2000 € sur la table. Donc c'est-à-dire que les salariés, ils ont, avec l'assurance, l'entretien et tout le service associé, à 25 € par mois, quoi. Pour les plus connus, on travaille avec des gens comme Doctolib, M6 ou Crédit Agricole, par exemple. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous accueillons Arthur de Gerfagnan. Arthur, c'est un entrepreneur qui a une vision. Permettre à tout le monde de se déplacer en vélo dans les grandes villes de France. T'as 8 millions de personnes qui, tous les matins, font moins de 10 km pour aller au travail. La productivité des salariés qui venaient en se bougeant, en faisant du sport, en venant à vélo ou à pied, elle était augmentée de 6 à 9%. Pour cela, il a développé Tandem. Tandem, c'est une entreprise qui propose du leasing clé en main pour permettre de proposer à tous les employés de ces entreprises clientes un moyen de déplacement qui soit fiable et agréable. Donc c'est-à-dire que les salariés, ils ont un vélo à 2500 € avec l'assurance, l'entretien et tout le service associé, à 25 € par mois, quoi. Cependant, ce type de business inclut de nombreuses problématiques physiques, logistiques, qui font que c'est relativement compliqué à monter. Mais clairement, les assises, je les avais pas, quoi. Donc au début, c'est de la démerde, hein. C'est vraiment le côté j'apprends à tout faire. Dans cette vidéo, Arthur va vous expliquer comment il a monté son entreprise Tandem. On considère, nous, que les fondateurs d'une boîte, pendant encore un bon moment, doivent être les premiers sales de la boîte, quoi. Arthur de Gerfagnan, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Je m'appelle Arthur, j'ai 32 ans. Merci de me recevoir ici aujourd'hui, c'est très sympa. À la base, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce au début. Après, j'ai travaillé dans l'univers de l'agroalimentaire côté industriel. J'ai fait plein de jobs différents où je me suis bien amusé, où j'ai pu me structurer, apprendre des méthodes de grands groupes, etc. Mais au bout d'un moment, une fois que j'avais fait un peu toutes les parties intrapreneuriales dans la boîte, c'est quelque chose qui me titillait d'aller vers un truc plus petit, où j'ai plus les mains dans le cambouis et où je vois plus l'impact de mon travail. J'aurais pu monter ma boîte à ce moment-là, mais je m'en suis pas senti capable, très clairement. J'ai eu les jetons, quoi. Et donc j'ai préféré passer par une première étape dans une start-up qui s'appelle Prêt à pousser, qui développe des jardins et des potagers d'intérieur connectés. Il y avait une vingtaine, trentaine de personnes. Donc là aussi, ça m'a bien plu. J'y suis resté 1 an et demi pour m'occuper de la partie sales. Mais en fait, assez vite, j'ai été un peu frustré parce que je me suis dit que j'avais envie de développer mon propre projet et de travailler sur un truc que j'ai choisi, développer et une mission auquel je crois vraiment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la mobilité douce et du vélo, en voyant ce qui se passait dans nos villes et en voyant le développement du vélo en France. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait rien qui était proposé ni aux entreprises ni aux salariés pour accéder facilement à un vélo. Il y avait deux trucs très opposés. Le côté, on va dire, pratique et pas cher, qui est l'abonnement de transport en commun. En France, c'est légal de rembourser 50% de l'abonnement de transport en commun. Donc tous les salariés ont la possibilité de se faire rembourser ça. Sauf que je considérais que ça rendait service évidemment à plein de gens et que les transports en commun servent à des millions de personnes tous les jours, mais que pour certains profils, c'est pas le trajet le plus sexy, agréable et qui développe, on va dire, ton bien-être et qui fait que tu arrives avec le sourire le matin au boulot. Et à l'opposé de ça, il y avait le modèle de la voiture de fonction qui pour le coup était super statutaire, réservé aux cadres, qui coûtait cher. Moi, j'ai eu des voitures de fonction dans mes jobs précédents. C'était un peu un truc qu'on te donnait à partir du moment où tu arrivais à un certain poste et que tu le veuilles ou non, on te donnait une voiture de fonction. Sauf que moi, je me suis aperçu que c'était pas très adapté à mon mode de vie. Il y avait plusieurs personnes qui étaient dans le même cas que moi, qui vivaient pas très loin de leur boulot et qui du coup utilisaient très peu leur voiture de fonction, qui restait 95% de leur temps sur un parking. Et donc c'est comme ça qu'on a regardé qu'en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, il y avait le modèle du vélo de fonction qui s'était développé. Donc l'idée, c'est de prendre les mêmes avantages que la voiture de fonction, sans les inconvénients. Donc c'est un truc qui est accessible à tous, c'est pas réservé qu'aux cadres, c'est réservé à tous les salariés. En termes de prix, forcément, c'est beaucoup plus accessible qu'une voiture de fonction. D'un point de vue écologique, il y a un impact carbone aussi. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a réfléchi et commencé à monter l'offre de Tandem avec mon associé Nicolas. Et voilà, et donc on a commencé à travailler dessus en 2020 et on a lancé ensuite et commercialisé pour essayer d'aller chercher nos premiers clients. Concrètement, ça a été quoi la première étape pour lancer Tandem ? Alors, la première étape pour lancer Tandem, ça a été de construire l'offre et de se dire, OK, il faut qu'on apporte du service et quelque chose de clé en main aux entreprises et aux salariés. Sur quoi on s'appuie pour avoir l'offre la plus complète possible et qui apporte zéro charge mentale à la boîte et qui apporte toutes les facilités aux salariés. Donc il a fallu qu'on se dise, OK, comment je fais pour assurer mes vélos ? Parce que le premier frein à l'achat d'un vélo, on s'est aperçu que c'était le vol. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'achètent pas un vélo électrique, typiquement onéreux, parce qu'ils ont peur de se le faire voler. Donc pour ça, il fallait qu'on développe une assurance et qu'on trouve un partenaire d'assurance qui assure notre vélo 24/24, quel que soit l'endroit où il est stationné. De manière assez naturelle, typiquement sur ce genre de sujet, on a été s'adresser au gros du marché,
dont je ne citerai pas les noms, mais qui sont des gens qui sont très implantés sur la partie voiture. Quand on leur a parlé de vélo, ils nous ont dit non, les gars, nous, on ne fera pas de vélo, c'est pas possible, trop dangereux, trop risqué, il y a trop de vols. Et donc, on veut bien vous suivre, mais si les vélos ne sont pas assurés la nuit. Sauf qu'aller voir un salarié et lui dire je te donne un vélo, il est assuré, mais il n'est pas assuré si je le fais voler la nuit, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la possibilité de garer son vélo dans son appart, dans sa maison ou dans son garage. Donc, on a été trouver une start-up qui a développé un produit dédié au vélo qui s'appelle Tulip. Pour que mon vélo il fonctionne bien, il faut qu'il soit bien entretenu. Donc comment je fais pour que partout en France, alors au départ c'était en région parisienne et dans les grandes villes, maintenant c'est un peu partout en France, mais comment je fais pour avoir le meilleur partenaire pour que mon vélo soit bien entretenu et qu'il soit fiable à partir du moment où on dit aux gens utilisez-le le matin, le soir, le week-end, en vacances, quoi. Donc on a été trouver un partenaire et on a été voir plein de partenaires différents d'entretien. Et on travaille, nous, aujourd'hui, avec Vélogic, qui sont notamment les gens qui entretiennent les vélos de la région Île-de-France et une partie du parc de Vélib. Ils le font aussi à Lyon et à Bordeaux. Et il a fallu aussi se dire, OK, quel vélo je propose ? Est-ce que j'ouvre une marketplace pour avoir 1000 références de vélos et les gens choisissent dedans et, entre guillemets, nous, on n'a pas forcément de partenariat fort avec les marques de vélos, mais on met en relation sur une marketplace. C'est pas l'approche qu'on a voulu avoir. Donc on a été chercher des fournisseurs de vélos, on les a sourcés, on a testé différents vélos, on a été voir ce qui se faisait de mieux. On a sélectionné aujourd'hui des marques françaises qui assemblent pour la plupart leurs vélos en France. C'était un point important pour nous parce que le secteur du vélo, c'est un secteur qui a été vachement expatrié en Asie. Donc les vélos, ils sont à minima assemblés en France ou en Europe. Ça ne veut pas dire que les pièces viennent d'Europe. Très clairement, encore, l'industrie du vélo, d'un point de vue pièces, elle est encore expatriée en Asie. Donc nous, on essaye avec les fournisseurs de travailler à ce que ce soit réindustrialisé en Europe et en France. Mais la première étape, c'était de choisir des marques françaises qui assemblent en France. Voilà, donc en gros, en résumé, l'idée, c'était d'aller voir chacun de nos partenaires clés pour construire l'offre la plus complète possible. Parce qu'en fait, on voulait quand même avoir un début d'offre avant forcément d'aller tester auprès de clients. Donc dès qu'on avait trouvé nos partenaires, l'idée c'était ensuite d'aller sonder nos clients et d'aller sonder des premiers prospects pour leur dire ok, si demain vous proposez ce type d'offre à ce prix-là, est-ce que ça vous intéresserait, oui, non, pour voir s'il y avait une appétence du marché et pour tester au maximum le truc autour de nous, pour savoir si on se plantait complètement et qu'on se disait ok, bah en fait on fait une énorme connerie, le vélo de fonction, le marché, personne n'en veut, quoi. Personne n'en veut, donc c'est une connerie. Ou à l'inverse, de voir qu'il y avait un niveau de réponse assez fort. Ce qui s'est passé qu'on n'a pas contrôlé, c'est que pendant ce temps-là, il y a eu le Covid. Donc ce qui est sûr, c'est que ça nous a aidé fortement parce qu'il y a eu un énorme essor du vélo, mais ça nous a aussi freiné parce qu'on s'adressait quand même à des boîtes et les salariés faisaient des trajets domicile-travail avec leur vélo et tout le monde était soit confiné, soit en 100% télétravail, quoi. Donc ils nous ont dit très bien, on va mettre en place votre projet, mais une fois que mes salariés seront revenus au boulot, quoi. Et comme ça a duré un an et demi, il y a pas mal de nos projets qui ont été décalés pendant un moment, quoi. Et justement, par rapport à cette création, comment est-ce que vous avez fait pour trouver vos premiers clients ? Au début, la manière la plus simple qu'on a eue, c'est de travailler avec notre réseau. Donc réseau pro, réseau perso, d'essayer. En tout cas, pour le fait d'aller tester l'appétit sur l'offre, tu vois. Donc ça nous a permis d'avoir des rendez-vous avec pas mal de DRH de grands groupes qui nous ont notamment aidés à affiner l'offre et à changer certaines caractéristiques, quoi. Et après, là, on a eu de la chance, c'est qu'on a commencé assez vite en se disant ok, il faut qu'on investisse un peu d'argent sur la partie acquisition payante. Donc on a acheté des mots-clés sur Google Ads, ce qui fait qu'assez vite, on a eu des appels et des demandes entrantes de gens qui nous appelaient pour s'équiper de vélos de fonction, quoi. Parce que la crise du Covid a fait que c'est un mode de transport qui s'est un peu démocratisé en France. Les gens commençaient à en entendre parler, ils tapaient les mots sur Internet et ils se tombaient sur nous. Comme on n'avait pas les ressources en interne, parce qu'on n'était que deux au départ avec mon associé, pour faire du SEO, du référencement naturel, parce que référencement naturel, ça implique d'avoir un gros niveau de création de contenu qu'on ne pouvait pas à l'époque avoir. Donc on s'est dit ok, il faut qu'on dépense un peu d'argent et on a investi un petit peu au départ en Google Ads, quoi, tout simplement. Ce qui nous a permis d'avoir des demandes entrantes et des premiers clients pour tester le truc. Donc au départ, c'était des TPE, PME, hein, des petites boîtes. Et puis assez vite, il y a eu des plus grosses qui nous ont appelés avec lesquelles on est rentré en contact. Mais en gros, ouais, voilà comment on s'est débrouillé là-dessus pour les premiers clients. Dans ton parcours, on a beaucoup du coup de salariat. Donc au début, après, tu as pas mal d'intrapreneuriat. Ouais. Donc de faire de l'entrepreneuriat dans une boîte. Comment à un moment justement tu as tous ces conseils, tu vois, parce que créer une boîte, c'est quand même, comme tu disais à un moment, tu avais la peur, parce que dans le sens, c'est l'inconnu. Ouais. Et il y avait, je pense, pas mal de conseils pour créer une boîte. Tu les avais déjà ? Est-ce que tu t'es entouré de personnes, toi ou ton associé, je sais pas, un expert comptable, etc. Comment ça s'est passé un peu, votre environnement ? Comment il s'est créé au début ?
Donc clairement, les astuces, je les avais pas. J'avais l'envie de le faire et voilà, une idée qui me plaisait, que j'avais envie de creuser. Mais clairement, les astuces, je les avais pas, quoi. Donc au début, c'est de la démerde. Hein. C'est vraiment le côté j'apprends à tout faire et je m'auto-forme sur des sujets que je maîtrise pas du tout et dans lesquels je dois rentrer dans le détail parce que t'as pas le choix, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut essayer de se dire, ok, comment je fais pour avoir un niveau de connaissance, on va dire, acceptable sur plein de niveaux, plein de sujets différents, pour pouvoir en gros comprendre ce qu'on dit et de temps en temps pouvoir le déléguer. Mais le choix qu'on a fait, nous, c'est très vite de s'entourer de gens, d'experts sur certains sujets, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas énormément de moyens au début, mais on s'est dit, ok, typiquement, on a travaillé dès le début avec un avocat pour pouvoir nous aider dans la rédaction de nos contrats. Parce qu'on savait que si on travaillait avec des grands groupes, il fallait que nos contrats soient béton et d'équerre. Donc on n'a clairement pas été, j'ai rien contre les sites genre Legal Start et compagnie, c'est aidant au début pour peut-être avoir des contrats types, mais en tout cas dans notre secteur d'activité en B2B, en se disant que si on voulait travailler avec des groupes, je sais pas, du CAC 40, c'est pas possible d'avoir un contrat fait par Legal Start, quoi. Vous allez vous faire atomiser, quoi. Voilà, donc ça veut dire, enfin pour moi ça voulait dire s'entourer d'experts sur certains sujets qu'on maîtrise pas du tout, qui sont trop éloignés de nous. Demain, même si tu apprends à le faire un peu par toi-même, tu peux comprendre ce que va te dire la personne, mais je suis pas avocat et c'est pas moi qui vais rédiger le contrat de A à Z, quoi, clairement. Donc sur ce genre de sujet-là, on a fait appel à des gens, pareil pour un expert comptable. Donc je pense qu'il faut faire le bon entre-deux entre je me démerde par moi-même, je mets les mains dans le cambouis et j'apprends des trucs. Typiquement, moi, je trouve toute la partie digitale, il y a tellement de tutos en ligne, tellement de trucs qui sont développés pour le faire toi-même, faire un site soi-même, c'est quand même hyper facile aujourd'hui, enfin hyper facile, accessible, on va dire. Travailler l'acquisition aussi. En revanche, tous les domaines d'expertise très forts, genre l'expertise comptable, le juridique, etc. Ça, compliqué via un tuto YouTube de devenir avocat, quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est de trouver le bon équilibre entre se démerder par soi-même et mettre les mains dans le cambouis et faire appel à des experts et de savoir pouvoir investir un peu sur le fait de s'entourer de compétences fortes. Et nous, on avait besoin de crédibilité et on voulait que quand on parle à une boîte, tout de suite, les gens se disent « Ok, c'est des gens sérieux qui existent et si on leur confie nos salariés, il faut qu'ils aient confiance en nous, quoi. » Donc, voilà. Ouais, et aussi, tu as fondé la boîte avec un associé. Donc vous êtes deux. Comment est-ce que vous vous êtes dit que ça allait matcher, que vous alliez faire cette chose ensemble? Comment ça s'est fait en fait? Vous aviez cette idée depuis longtemps ou vous vous êtes rencontrés un peu par hasard sur le même sujet? Alors donc mon associé, donc Nicolas Delcourt, c'est un pote de pote à la base, donc qui nous a représenté, en fait on se côtoyait de loin et qui nous a représenté parce qu'il savait que tous les deux on avait pour objectif de monter une boîte. Et qui s'est dit qu'on avait pas mal de valeurs en commun et des aspirations communes, et donc du coup il fallait qu'on se parle. Et après, ça s'est fait assez naturellement, en fait, si tu veux. Quand on a commencé à évoquer le sujet de la mobilité douce, il y a eu un match assez fort sur le sujet et sur le fait que voilà, il y avait un vrai besoin à exploiter là-dessus. Et donc après, les choses se sont faites un peu petit à petit. Au début, tu y vas en te disant bon bah on teste, on verra si ça marche, que ce soit le produit ou l'association. Et puis au fur et à mesure que ça avance, tu lèves des barrières en disant bah en fait sur la partie valeurs et socle commune, on avait des valeurs et des socles, un socle commun très fort, donc sur lequel on a pu s'appuyer. Et puis après les choses se sont faites naturellement au fur et à mesure du développement de la boîte, quoi. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dessus sur l'association. Il y a des gens qui vont te dire faut pas s'associer avec un pote, ou à l'inverse faut s'associer avec quelqu'un que tu connais très bien, enfin voilà, moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas de règles, quoi. Ça dépend vraiment du profil de la personne, du moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire hyper attention à ça et que le succès d'une boîte repose beaucoup sur la qualité de l'association, c'est clair et net. Mais je ne crois pas qu'il y ait de règles prédéfinies qui te disent il vaut mieux s'associer avec telle ou telle personne ou tel profil. Typiquement, on n'avait pas des profils ultra complémentaires à la base. On a tous les deux des bagages un peu sales et pourtant on s'est quand même associés et pourtant ça marche. Et aujourd'hui, on s'est réparti les rôles et ça fonctionne bien. Donc voilà, donc moi je crois qu'il n'y a pas de règles. Justement, parlons un peu de rôle parce que du coup, effectivement, toi, tu avais un côté sales aussi, lui, il avait un côté sales. Donc du coup, en termes de compétences, vous avez des compétences communes. Comment ça se passe du coup dans ce cas-là? Parce que vous faites tous les deux la même chose ou justement vous essayez du coup de vous différencier, mais du coup, qui prend la partie sales que tout le monde maîtrise et qui prend l'autre partie qui vous maîtrisez pas? Comment ça se passe ça? Eh ben, on s'est beaucoup posé la question. En gros, sur les parties qu'on maîtrisait pas totalement, on se les est réparties en fonction des affinités et on va dire notre capacité d'apprentissage sur le sujet.
Moi, j'ai pris plutôt la partie marketing, typiquement. Lui, il a pris la partie plutôt opérationnelle, logistique. Et sur la partie sales, on y a réfléchi longtemps. Et pour l'instant, on a décidé d'associer nos forces, quoi. C'est-à-dire qu'on bosse tous les deux sur la partie sales. On considère, nous, que les fondateurs d'une boîte, pendant encore un bon moment, doivent être les premiers sales de la boîte, quoi. Il faut qu'on continue à vendre notre concept et à en parler tout le temps, matin, midi et soir, parce que on est forcément les deux personnes les plus animées par la mission qu'on porte. Et donc, forcément, on considère que on va encore être des sales de tandem pendant un bon moment. Donc on a décidé plutôt d'associer nos forces là-dessus plutôt que d'avoir qu'une seule personne qui bosse sur la partie sales. Donc on est deux à gérer la partie sales maintenant avec deux personnes qui travaillent avec nous. On co-crée là-dessus, on va dire, et après tout le reste on se les répartit. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne concrètement ton offre? C'est-à-dire que quelle est ta valeur ajoutée, toi, par rapport à, je sais pas, Decathlon qui va louer des vélos, par exemple? Ouais. Nous, le point qu'on propose, c'est vraiment d'avoir un service le plus clé en main possible. Je parlais tout à l'heure du fait d'avoir la promesse, c'est de dire que la boîte a zéro charge mentale et que le salarié, il a vraiment tout clé en main. Donc c'est une offre en résumé qui inclut la location du vélo, du choix du salarié. On a la possibilité d'avoir du vélo pliant, du vélo urbain, du vélo cargo, toute une typologie de vélos différentes pour que chacun s'y retrouve. Le vélo cargo, typiquement, il va plutôt être pour des profils qui veulent emmener leurs enfants à l'école le matin avant d'aller au bureau. Le vélo pliant pour des gens qui veulent prendre le train, mettre leur vélo dedans et repartir après avec. Voilà, l'idée c'est de couvrir un peu tous les besoins là-dessus, mais en ayant sélectionné les marques et avec un nombre de modèles assez restreint. Parce que le vélo, c'est pas la voiture. Aujourd'hui, quand vous sélectionnez un vélo électrique, à moins de vous y connaître, vous avez très peu de critères sur lesquels vous appuyez, vous savez pas comment le choisir, quoi. C'est pas une bagnole. Demain, je me rendais compte quand on donnait un catalogue de voitures de fonction à des commerciaux, ils savent comment choisir leur bagnole parce qu'ils ont des critères qui leur plaisent plus ou moins. Le vélo, c'est complètement nouveau, et donc si je vous mets 1000 références devant les yeux, vous saurez pas comment la choisir. Donc l'idée, c'était d'avoir différents profils de vélo, mais avec un catalogue assez restreint pour pouvoir aiguiller un peu les gens. Ensuite, on inclut l'assurance contre le vol, la casse et la responsabilité civile. Donc le vélo, il est assuré partout, tout le temps. Donc si tu te le fais voler, tu te le fais remplacer. S'il est cassé, on intervient pour le réparer. On inclut l'entretien 2 fois par an au pied des bureaux. C'est-à-dire que c'est nos réparateurs qui se déplacent au pied des bureaux. Tu amènes ton vélo le matin, il est entretenu et tu repars avec le soir. Donc il n'y a pas d'impact pour toi, tu n'as pas à déposer ton vélo en magasin, prendre rendez-vous, attendre que le vélo soit réparé, venir le rechercher, etc. Non, tu déposes ton vélo, quelqu'un l'entretient et tu repars avec. On inclut l'antivol, le casque, on livre les vélos au pied des bureaux et on essaye d'événementialiser le truc pour que l'entreprise puisse en faire aussi un événement d'équipe, un événement d'entreprise, qu'elle travaille sa marque employeur évidemment, et qu'elle travaille l'attractivité, qu'elle montre que voilà, la solution qu'elle met à disposition de ses salariés, c'est un truc sympa et cool qui va leur donner envie de rester dans l'entreprise. Donc voilà, la plus-value qu'on apporte, c'est tout le service associé à ça, pour le fait de dire la boîte, vous vous occupez de rien, c'est Tandem qui s'occupe de tout, et le salarié, tu vas avoir un très bon vélo à un prix ultra concurrentiel par rapport à n'importe quel vélo du marché, parce que le loyer, il est en grande partie pris en charge par l'entreprise dans notre modèle. Donc c'est-à-dire que les salariés, ils ont un vélo à 2 500 € avec l'assurance, l'entretien et tout le service associé, à 25 € par mois, quoi, pour vous donner une idée. Donc c'est hyper accessible pour le salarié et hyper avantageux pour lui, et donc forcément hyper incitatif, quoi. Ces avantages, comment est-ce que tu en as eu conscience, en fait? C'est parce qu'au début, je pense que tu avais plutôt l'idée de faire de la location de vélo, mais il y a quand même des choses qui sont peut-être apparues au fur et à mesure. Comment tu fais pour déceler ce genre de choses? Et en fait, on a été regarder pourquoi est-ce que le vélo en France n'était pas autant développé que dans les pays européens voisins comme la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Pourtant, il y a une culture vélo en France. Le Tour de France, c'est évidemment en France. Il y a une forte culture vélo, mais il y a une culture qui est dédiée soit au loisir, soit au sport. Donc en gros, c'est soit je fais le Tour de France et je suis habillé comme un cycliste de compète pour monter le Mont Ventoux, soit je fais du vélo en tongs pour aller à la plage l'été, quoi. Entre les deux, il y avait assez peu de choses qui étaient faites. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des barrières qui existaient d'accessibilité au vélo, d'accessibilité prix. Aujourd'hui, un bon vélo électrique, ça vaut plus de 2 000 €. Et aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont capables de mettre 2 000 € sur la table pour s'acheter un vélo. Donc on s'est dit, ok, comment on fait en sorte que ça soit plus accessible en termes de prix pour les gens ? Il y a un problème, je disais tout à l'heure, de frein lié au vol. Les gens ont peur de se faire voler leur vélo. Les infrastructures
en France n'était pas aussi développé potentiellement qu'en Allemagne ou en Belgique. Donc il y avait un nombre de vols qui était peut-être un peu plus important proportionnellement. Donc on se dit, ok, comment on construit une assurance qui soit béton et qui les sécurise là-dessus. Et il y avait un problème de, ok, moi je veux bien me mettre au vélo, mais quand j'ai une emmerde sur mon vélo, je ne sais pas le réparer, je ne sais pas changer ma chaîne, réparer ma chaîne ou réparer une casse s'il y en a, et ben, je vais être sécurisé là-dessus, quoi. Donc en gros, on a été regarder quels étaient les 3 freins principaux à l'accès au vélo en France, et ce qui fait qu'on avait du retard par rapport aux autres pays européens. Donc voilà, comme on a identifié ça et se dit, ok, bah, ça doit être les piliers de notre offre pour casser ces barrières à l'achat ou au fait de se mettre au vélo pour les salariés, quoi. Du coup, Arthur, maintenant, j'allais te poser une question qui est plutôt liée justement au mode de déplacement en général de la population, parce que l'offre que tu proposes, en effet, là, elle est assez canon. Mais il y a un truc qui quand même revient, c'est tout simplement les gens qui ont des voitures ou les gens qui habitent vraiment plus loin, etc., qui ont une partie de train, ou tout simplement les gens qui ont des enfants et qui du coup doivent amener du coup leurs enfants à l'école et voilà. Et ça. Alors du coup, moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu réponds déjà à ce marché-là ou pas? Et bah alors, le premier point là-dessus, c'est qu'en fait, il y a vachement de croyances, de fausses croyances sur le sujet. En fait, faut avoir une idée en tête, c'est que tu as 8 millions de personnes qui, tous les matins, font moins de 10 km pour aller au travail. Donc nous, c'est clairement cette cible-là qu'on a, moins de 10 km. 10 km en vélo électrique, c'est une demi-heure de vélo électrique. Enfin, c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi, tous les âges, quoi. Donc c'est vraiment cette cible-là qu'on va aller chercher. Mais en fait, si tu veux, c'est vraiment un point culturel, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est tous habitués à prendre notre voiture, quel que soit le type de déplacement qu'on fait. Parce que le vélo n'était pas inscrit dans une habitude quotidienne, quoi. Donc nous, c'est vraiment cette cible-là. Évidemment que quelqu'un qui me dit, moi je fais 50 km le matin pour venir au travail et 50 km pour revenir, je vais pas lui dire, bien sûr, prends un vélo, t'es un criminel si tu prends ta voiture thermique. Évidemment pas. Mais donc nous, vraiment, on essaye de se dire, ok, comment on casse ces barrières mentales pour tous les gens dont les trajets sont faisables à vélo. Et 10 km à vélo, encore une fois, je le dis, c'est 1000 fois faisable, quoi. Et encore, je suis gentil, je pourrais dire, allez, je pourrais pousser jusqu'à 15, quoi. Mais voilà, donc voilà, il y a 8 millions de personnes qui, tous les matins, font moins de 10 km pour aller au travail. Donc c'est vraiment à ces 8 millions de personnes-là qu'on s'adresse, donc ça reste un gros marché, quoi. Et derrière ça, pour répondre à ta question sur comment j'emmène mes enfants à l'école, là pareil, il y a tout un tas de vélos qui se développent pour pouvoir mettre ses enfants à l'arrière sur des vélos ce qui s'appelle des long tail ou des vélos cargo où que tu mets tes enfants, tu les mets à l'avant. Donc c'est complètement possible. Il y a évidemment un sujet d'infrastructure, donc il faut qu'il y ait les pistes cyclables qui soient développées pour, il faut que la sécurité soit garantie, c'est clair, mais il y a déjà plein de villes où c'est déjà possible, tu vois. On parlait tout à l'heure de La Rochelle, de Paris, de Lyon, de Nantes, de Bordeaux, c'est toutes ces villes-là où des infrastructures cyclables se sont développées et où c'est possible en toute sécurité d'emmener ses enfants à l'école. Et une stat qu'on met souvent en avant, qui est une stat qu'a relevé Vinci, qui sont pas des gens particulièrement anti-voiture, quoi, Vinci Autoroute et Parking et compagnie, qui met en avant que le matin, tu as 90% des gens qui, aux heures de pointe, sont seuls dans leur voiture. Donc non seulement c'est des courts trajets, mais en plus tu es seul dans ta voiture. Donc en fait, il faut se dire que dans les faits, encore une fois, je le redis, la voiture devrait être remplacée progressivement par des modes de transport doux pour tous ces trajets-là. Donc je suis pas en train de flageller les gens qui prennent leur voiture parce qu'en leur disant c'est ultra mal, tu es le diable parce que tu prends ta voiture. Non, c'est juste en fait comment on les aide à faire ce shift-là et cette transition-là quand c'est possible pour eux. Et à leur dire en fait c'est souvent des barrières mentales qu'il faut réussir à casser, ça c'est notre rôle évidemment. Tu as aussi la barrière mentale souvent de qu'est-ce que je fais quand il pleut. Dans les faits, on regardait dans les grosses agglomérations en France, tu as 15 jours par an de forte pluie. Le reste, c'est du crachin ou de la petite pluie ou des choses qui sont épisodiques. Mais en France, tu as dans les grandes métropoles 15 jours de forte pluie par an. Et ces 15 jours-là, tu prends ta voiture ou ton métro ou ton RER, il n'y a pas de problème. Tous les autres jours, tu peux prendre ton vélo. Et l'exemple qu'on donne, c'est, je reparle des Pays-Bas ou de l'Allemagne, c'est pas des pays qui sont connus en termes de climat pour être Ibiza, quoi. Donc il pleut plus qu'en France, et pourtant ils sont 15, 20 ou 25% tous les matins à prendre leur vélo pour aller au travail, quoi. Donc c'est juste une question vraiment de barrière mentale et d'équipement. Et donc à partir du moment où nous on arrive à bien les équiper avec des bons vélos et des équipements pour résister à ça, derrière il n'y a plus de barrière, quoi. Et du coup j'avais également une question, est-ce que par hasard tu aurais des chiffres également sur tout ce qui est du coup lié au coût, dans le sens, est-ce que du coup c'est plus avantageux en termes de coût de prendre son vélo plutôt que sa voiture, est-ce que par hasard tu aurais des chiffres là-dessus, sur l'économie potentielle que du coup tu peux réaliser Ouais, alors je les ai sur une voiture de fonction. Une voiture de fonction, ça coûte 10 000 € par an à une entreprise. Quand notre abonnement pour l'entreprise, ça va lui coûter 1 000 € par an grand max. Et encore, il y a une partie qui est déductible des impôts. Donc c'est sûr que l'entreprise va pouvoir diviser par 10 les frais et le salarié encore plus, quoi. Quand tu vois aujourd'hui le coût d'un plein d'essence et avec
l'envol du prix du baril, c'est sûr que le vélo est 10 fois plus avantageux économiquement par rapport à la voiture, c'est clair. Donc j'aurais pas de stats à donner dans le sens où, en gros, dans notre perspective, encore une fois, le salarié il va dépenser 300 € par an. Ça fait 2-3 pleins. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à moins de jamais utiliser sa voiture, c'est sûr qu'économiquement, c'est beaucoup plus avantageux. Et t'as pas d'entretien à faire dessus, c'est nous qui nous en occupons et c'est effectivement bien plus économique de réparer un vélo que de réparer une voiture, quoi. Et à la fin, quand même, ta clientèle, ça reste l'entreprise. C'est-à-dire que tu travailles à la fois pour la clientèle qui est ton entreprise et à la fois pour ton consommateur, on va dire, lambda. L'entreprise, lui, tu lui proposes quoi pour que ça devienne intéressant pour elle de souscrire à ce genre d'abonnement? Et on essaye de mettre en avant les avantages qu'elle va pouvoir y trouver. Il y en a plusieurs. Il y a l'impact évidemment écologique et nous on essaye de les aider à calculer ça. C'est-à-dire qu'en gros on est capable de leur dire sur la flotte de vélos que vous allez mettre en place, entre les trajets avant qui étaient faits en voiture et maintenant, voilà l'économie de CO2 que l'entreprise va pouvoir réaliser. Moi je suis persuadé que c'est des stats que les entreprises vont être obligées de mettre en avant notamment dans le calcul de leur impact carbone et derrière dans la réduction des émissions de CO2. Est-ce que c'est dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas, mais moi je pense que légalement, les entreprises, on va leur imposer de réduire de X% leur impact carbone, et donc à un moment donné, il va falloir leur donner de la data et des KPI pour pouvoir prouver ça. Donc nous, le premier aspect là-dessus, c'est l'impact écologique qu'on va pouvoir leur permettre de mesurer. Il y a l'impact sur le bien-être des salariés. Il y a le MEDEF qui avait fait une étude qui disait que la productivité des salariés qui venaient en se bougeant, en faisant du sport, en venant à vélo ou à pied, elle était augmentée de 6 à 9%. Donc n'importe quelle entreprise rêverait d'avoir des salariés 6 à 9% plus productifs. Donc ça c'est l'argument évidemment économique, et il y a un argument de marque employeur. Aujourd'hui, forcément, toutes les entreprises se battent pour retenir leurs talents ou aller en chercher d'autres. Donc le fait de mettre en avant que dans l'entreprise, quand tu arrives, on donne la possibilité de t'équiper d'un super vélo avec tout un service associé, forcément c'est un avantage à mettre en avant sur lequel ils peuvent communiquer et qui peuvent leur permettre de se différencier par rapport à la concurrence et recruter des gens, quoi. Aujourd'hui, si on chiffre quelques chiffres clés de Tandem, Tandem aujourd'hui c'est quoi? Et aujourd'hui on a à peu près 70 entreprises clientes qui ont équipé leurs salariés. Ça va de la TPE-PME aux plus grands groupes. Pour les plus connus, on travaille avec des gens comme Doctolib, M6 ou le Crédit Agricole par exemple. Et on a aussi, ce que je disais, plein de PME et de sociétés industrielles notamment. On était assez surpris, et ça commence à être un gros poids parmi nos clients, du nombre de sociétés industrielles qui ont équipé leurs salariés dans des endroits qui ne sont pas forcément des très grosses villes, quoi. On a notamment un client dans l'est de la France qui s'appelle Soprema, qui a équipé ses salariés, qui sont plutôt des profils de salariés d'usine, dans plein de villes qui sont des villes de moins de 5000 habitants, quoi. Donc ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est souvent un truc qu'on nous met souvent en avant, le vélo c'est un truc réservé aux villes et aux bobos, quoi. Et là en l'occurrence c'est pas du tout le cas. L'avantage c'est que ça permet à des salariés qui gagnent moins de 2000 € par mois d'avoir un super vélo à un prix hyper attractif et de se rendre au travail en économisant par rapport à leur trajet en voiture, quoi. Ouais, nous on a 3 ans d'existence et on a pour objectif d'être dans les leaders du secteur sur ce secteur d'activité-là. Et ça fait combien d'usagers équipés au final? Ouais, on a 800 vélos en circulation à date, et donc ça fait 800 salariés qui ont été équipés d'un vélo là, sur les 2 dernières années. Dans le détail, comment est-ce que tu fais pour organiser tout ça, du client que tu as réussi à convaincre de travailler avec toi à tous ces salariés de son entreprise sont équipés avec le vélo de leur choix, donc soit un vélo électrique pliable, un vélo carbo ou quelque chose de plus classique. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Donc déjà, si on résumerait les flux physiques en quelques grandes étapes, quelles seraient ces étapes? Donc nous, ce qui se passe, c'est quand une entreprise nous dit voilà, je voudrais équiper 20 de mes salariés, les salariés choisissent leur modèle de vélo. Donc je dis n'importe quoi, on va avoir 5 pliants, 10 vélos urbains et 5 vélos cargo. Nous, on achète les vélos auprès de nos fournisseurs, donc les fournisseurs qu'on a choisis, de marques françaises. Ils nous livrent les vélos sur nos entrepôts. Il y a 4 endroits différents en France où on peut se les faire livrer. En Ile-de-France, à Lyon, à Bordeaux et à côté de Nantes. Là-bas, les vélos ils finissent d'être assemblés parce qu'il faut savoir que quand vous commandez un vélo sur Internet, il vous est livré en carton et il y a encore quelques ajustements à faire. Typiquement, il faut remettre la potence, le guidon droit, visser les pédales, faire 2-3 ajustements.
Donc ça, quand vous l'achetez sur Internet, on vous demande de le faire vous-même ou vous allez le faire dans un magasin. Nous, évidemment, c'est fait. Les vélos, ils sont testés, ils sont montés, ils sont prêts à être livrés directement chez l'entreprise. Donc une fois que ça c'est fait et qu'ils sont testés, vérifiés, ils sont livrés chez le client, chez l'entreprise. On se met d'accord avec les salariés pour avoir une date de livraison commune qui leur correspond. Et là, c'est là qu'on essaye d'événementialiser un peu la chose. On fait un peu un événement autour de la remise des vélos pour faire quelque chose d'un peu sympa. Et il y a une formation à la prise en main du vélo qui est faite pour le salarié. C'est-à-dire qu'on lui explique comment fonctionne son vélo, où est la batterie, comment la retirer, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le vélo électrique, qui savent pas comment ça fonctionne. Alors évidemment, c'est pas très sorcier, hein, mais il faut quand même les expliquer, les aider à le prendre en main. On les forme sur la manière dont ils doivent attacher leur vélo pour limiter les risques de vol. Donc voilà. Et après, nous, on les suit tout au long du contrat. C'est-à-dire que s'ils ont un souci de service après-vente, de vol, de casse sur le vélo, ils nous contactent directement et on prend rendez-vous pour se déplacer pour réparer le vélo. Donc voilà, en gros, les flux physiques existent. On achète les vélos, ils sont livrés sur notre entrepôt. On finit de les assembler, de les monter, de les vérifier. Ils sont livrés directement chez le client au pied des bureaux. Allez, imaginons du coup demain, tu as un nouveau client voilà, qui souhaite venir et qui veut te commander 50 nouveaux vélos. Toi, les vélos, tu les as du coup, non, tu les as pas encore en stock. Tu vas les commander, donc tu travailles vraiment en flux tendu. Comment ça se passe au niveau du délai, etc. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, avec tout le contexte. Comment ça se passe? Alors, ce qui s'est passé pendant la période Covid, c'est qu'il y a eu une grosse tension sur le marché du vélo. Il y a eu énormément de demandes et il y avait plus du tout suffisamment d'offres. Encore une fois, accentué par le fait que le marché il est vachement orienté côté Asie et que c'est là que les fermetures d'usines ont été les plus fortes. Donc le marché il a été quasiment à l'arrêt pendant un moment. Donc c'est nous qui avons dû nous battre pour aller, on va dire, prier auprès de nos fournisseurs pour obtenir des vélos. Donc à ce moment-là, c'est nous qui avons décidé de constituer du stock. Donc on avait vachement de stock sur nos entrepôts pour pouvoir répondre à la demande des clients. Pourquoi? Parce que si je vais demain convaincre le Crédit Agricole de s'équiper de vélos chez nous et qu'au moment où je signe, je leur dis les gars, il faut attendre 6 à 9 mois avant d'avoir vos vélos, n'importe qui va me dire ok, t'es mignon avec tes vélos, mais on va revenir dans le métro et en voiture et on verra plus tard, quoi. Donc on a fait le choix d'avoir du stock pour pouvoir répondre à cette demande-là. Sauf que là, ça tend à se lisser, le marché commence à être un peu plus normal, quoi, un peu lissé, ce que je disais. Donc on a moins de stock qu'avant et donc on joue entre un peu de flux tendu quand on a des commandes, des petits volumes, et dès que ça va être des volumes un peu plus importants, on a du stock pour pouvoir y répondre. Parce que voilà, l'idée c'est de pouvoir livrer les vélos en quelques jours, quelques semaines maximum, parce qu'on sait que voilà, les gens peuvent mettre du temps à se décider. Mais une fois qu'ils sont décidés et qu'ils ont dit ok, je veux mon vélo, ils le veulent tout de suite. On est tous un peu comme ça. Quand tu commandes un truc et que tu as envie d'un truc, tu le veux tout de suite. Donc il faut qu'on ait un délai de livraison le plus court possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye d'allier les deux, un peu de stock pour pouvoir répondre à cette demande-là et de la commande en flux tendu quand c'est nécessaire, quoi. Et du coup, donc vous avez des entrepôts, Ouais. du coup, je suppose. Yes. Vous les aviez déjà avant ces entrepôts? Ou du coup, c'est justement avec cette période Covid que vous êtes dit justement, allez, du coup là, on va prendre des entrepôts et on va mettre des choses. Alors on avait déjà les entrepôts via notre partenaire Vélogique, mais c'est pendant le Covid qu'on s'est dit ok, il faut qu'on ait du stock, parce que le modèle initial c'était vraiment de se dire je ne commande que quand j'ai besoin de vélo, quoi. Pour pas avoir de stock et d'immobilisation. Clairement, le Covid et le problème de demande vis-à-vis du vélo nous a fait réfléchir un peu différemment. Voilà, et là, ce que je disais, c'est qu'on s'attend à s'équilibrer, quoi. Et du coup, vous aviez déjà les finances du coup qui étaient nécessaires justement pour avoir du coup ces acquisitions-là, même avec le Covid. Comment ça s'est passé un peu? Non, on n'avait pas les finances. Et en gros, comment ça se passe? Nous, en fait, on fait du leasing. C'est-à-dire que le leasing, on passe par un leaser, c'est un organisme bancaire. Où nous, si tu veux, on lui vend nos contrats et lui, c'est par lui que la location de longue durée se fait. C'est-à-dire que quand l'entreprise signe avec nous, on signe un contrat un peu tripartite entre le leaser, l'entreprise et nous. Et le leaser, il va venir collecter les loyers au fur et à mesure du temps auprès de l'entreprise et il nous les reverse, si tu veux. Donc en fait, il finance l'achat de nos vélos. Okay. Donc moi, j'ai pas avancé l'argent, ou plutôt le leaser me rembourse de l'investissement que je vais faire via l'acquisition des vélos. Parce que tu as raison, sans ce modèle-là, on n'aurait pas pu acheter les vélos, clairement. Ou il aurait fallu qu'on lève des fonds très fortement, très vite, parce que un vélo électrique à l'achat, même en prix fournisseur, ça coûte 1 500 €. Donc vous faites le calcul assez vite, ça représente des grosses sommes d'argent. Donc le modèle du leasing est avantageux pour nous, parce que ça nous permet de ne pas avoir à sortir trop de trésorerie, et pour la boîte parce que ça permet d'étaler les frais avec de la location longue durée, quoi. Tu as décidé du coup de faire ça comment? Est-ce que tu le fais en interne? Est-ce que tu le délègues à des prestataires? Comment ça fonctionne tout ça? Et bah alors nous on a une équipe aujourd'hui d'une douzaine de personnes pour gérer la partie opération, marketing et sales, mais on a effectivement décidé de s'appuyer sur des partenaires forts
pour pouvoir être présent sur toute la France. Donc le fait de travailler avec Vélogic et avec d'autres partenaires un peu partout en France nous permet d'équiper les entreprises à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nantes ou Lille avec la même qualité de service, quoi. Donc encore une fois, si j'avais voulu tout internaliser là-dessus et le faire moi-même, il aurait fallu qu'on lève énormément d'argent et en se disant ok, je ne serai pas rentable avant un long moment, ce qui n'était pas notre perspective. Donc on a plutôt voulu monter un modèle qui soit rentable le plus vite possible et donc en s'appuyant sur des partenaires là-dessus. Donc la partie entretien, elle est externalisée avec des partenaires qu'on a choisis et sur lesquels on a des critères de sélection assez forts. Mais c'est quelque chose qui est confié et qu'on fait en partenariat avec eux, quoi. Ok, donc en fait, ce que tu gardes internalisé, c'est toute la partie gestion, organisation, et management des différents acteurs, en fait. Ouais, exactement. Yes. C'est le lien entre le client et les acteurs. Ouais, en fait, l'interlocuteur unique du client, c'est Tandem. C'est-à-dire qu'il n'a jamais aucun de nos prestataires au téléphone. Par contre, c'est nous qui gérons les flux et l'ajustement derrière et le fait que ça puisse bien se goupiller. Typiquement, lors de la livraison des vélos, c'est Tandem qui est présent. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes là commercialement pour aller voir les salariés, pour leur expliquer comment fonctionne leur vélo, pour leur faire événementialiser un peu la chose. Mais on ne peut pas être avec une équipe qui est la nôtre, présent pour chaque changement de chambre à air et de réparation de batterie. Encore une fois, je disais, à Lille, Nantes ou Strasbourg, quoi. C'est pas possible. On avait une question un petit peu à ce niveau-là, c'est justement pour accompagner la croissance de ton entreprise, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as procédé par exemple à des levées de fonds? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors nous, on n'est pas dans une optique en se disant je veux lever des dizaines de millions d'euros et voilà, être un peu en modèle un peu comme des licornes dont on entend beaucoup parler. Par contre, on a décidé effectivement de lever des fonds avec des sommes un peu plus raisonnables à des moments où on a vraiment besoin pour accélérer notre croissance sur les premières années. On a fait nous une première levée de fonds là auprès de Business Angel, pas auprès d'un fonds d'investissement. Pourquoi on a fait ce choix-là pour l'instant? Parce qu'on voulait vraiment s'entourer de gens qui étaient capables de nous apporter un appui financier forcément, mais aussi de nous apporter de l'expertise. C'est des gens qu'on voit pas au quotidien, mais quasiment tous les mois pour nous aiguiller sur des sujets, des problématiques RH, comment aller convaincre une équipe de DRH de se mettre au vélo de fonction, des gens qui sont capables de nous mettre en relation avec des équipes de direction, des gens qui sont capables de nous challenger sur les problématiques qu'on peut avoir. Donc voilà, c'était vraiment aller chercher des profils qui peuvent, nous apporter un appui financier, et deux, des expertises fortes sur des domaines d'activité où on avait des besoins et où ils étaient capables de s'investir concrètement, quoi. Voilà, donc voilà comment on a procédé et on ne se ferme pas la porte pour le coup dans les mois et années à venir et sur le fait de se faire accompagner d'un fonds d'investissement pour accélérer. Mais ce sera vraiment dans une optique de se dire je le fais de manière raisonnée et je ne lève pas des fonds pour lever des fonds juste parce que c'est un peu à la mode et qu'il faut que je le fasse, quoi. On est vraiment dans l'optique de se dire comment je construis un modèle le plus rentable possible, en tout cas le plus rapidement possible. Et si levée de fonds il y a, ce sera pour accélérer à un instant T, parce qu'on a des besoins d'investissement structurels, soit pour recruter une équipe, soit pour mettre en place des process qui demandent un peu d'investissement à un moment donné, quoi. Et d'un point de vue de grandeur, c'était à peu près combien? Ouais, sur cette première levée, on a levé à peu près 800 000 euros. Aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans l'écologie, on va dire, ou qui se lancent dans le domaine de l'écologie, du coup, mais qui ont effectivement du mal, du coup, à faire du business avec ça. Vous prenez effectivement les mobilités douces. Ouais. Comment ça se passe effectivement pour réussir à allier l'écologie et le business? Effectivement, je pense que c'est le gros challenge qu'on a tous aujourd'hui, parce que les deux modèles qui existaient beaucoup auparavant, c'était soit modèle économique de la Startup Nation, où je monte un produit qui n'a pas d'impact ni écologique ni social, mais qui a une valorisation économique hyper forte, soit chez une association, et je ne crée pas forcément de valeur et d'emploi et d'impact économique, qui prône des choses sur la partie écologique et sociale, mais voilà, donc les deux étaient un peu irréconciliables. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les boîtes qui essayent de porter les deux, il faut qu'elles soient aidées. Nous, on fait partie typiquement d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui prône justement un nouveau modèle de boîte sur lequel on ne regarderait pas uniquement les leviers économiques, mais on regarderait aussi les leviers d'impact sur la partie écologique et sociale. Et pour moi, c'est hyper important. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un soutien des fonds d'investissement, il faut qu'il y ait un soutien de l'État et des banques pour soutenir ces boîtes-là et pour surinvestir dans ces boîtes-là. Mais par contre, ça implique
très clairement que même si on veut avoir un impact écologique, il faut que le business model qu'on crée depuis le début, il soit viable, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut, pouvoir payer des salaires, et donc pour ça, il faut que le modèle économique soit encore une fois ce que je dis, viable. Donc voilà, il faut vraiment essayer de réconcilier les deux. Nous, c'est un peu l'obsession qu'on a et ce qu'on essaye de prouver, c'est-à-dire que les deux sont complètement conciliables. Le modèle de la sobriété, moi, auquel je crois énormément, prenez ça, ça ne veut pas dire je pense que le PIB de la France, il faut aller vers une décroissance très très forte, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut surinvestir, à mon avis, dans les business à impact et pour le coup désinvestir dans les business qui ont plus d'impact un impact positif sur la planète ou sur la partie sociale et sociétale, quoi. Ça, c'est clair. Voilà, c'est désinvestir dans les trucs qui font moins de bien à la planète et surinvestir sur les choses positives, quoi. Comment est-ce que tu fais pour concilier une entreprise qui est en croissance dans un monde qui sera amené à être en décroissance? Moi, je crois clairement que en fait, le modèle de décroissance, et le mot est un peu galvaudé. Les gens, quand on leur parle du modèle de décroissance, ils pensent qu'on prône le fait, entre guillemets, que tout s'écroule en gros et que le modèle économique s'écroule. C'est pas ça. C'est le fait de dire ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire je désinvestis dans les trucs qui sont plus favorables à l'environnement et à la partie sociale et je surinvestis à l'inverse dans les choses qui lui sont favorables. Donc c'est ça, le modèle de décroissance, c'est de la sobriété. C'est forcément de produire moins, mais c'est de produire mieux, quoi. Donc plus intelligemment, en fait. Plus intelligemment. Ça ne veut pas dire d'arrêter l'économie, ça ne veut pas dire d'arrêter complètement de consommer et d'arrêter d'essayer de créer de l'emploi, pas du tout. Ça veut dire de faire de la réallocation et d'arrêter de faire des choses qui sont ineptes pour les réorienter et réinvestir sur des choses qui ont plus de sens pour tout le monde, quoi. Voilà. Moi, ce que je veux te demander, c'est au niveau de la qualité des processus que tu as dans ton entreprise et au niveau de la qualité que tes clients exigent de toi. Ouais. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu mets ça en place? Déjà, le premier point pour moi, c'est que ça doit être l'obsession permanente. C'est la clé, très clairement. Et nous, c'est là-dessus qu'on essaie de fonder notre service. C'est-à-dire qu'en gros, comme on est sur un changement d'habitude et une évolution dans les comportements, si la qualité de service n'est pas au rendez-vous, on donne toutes les billes aux gens pour dire « Ok, très bien, j'ai testé le vélo, c'est une galère pas possible, je reviens dans ma voiture ou je reviens dans mon métro. » Donc clairement, il faut qu'on soit hyper exigeant là-dessus, c'est clair. Principalement, le premier, c'est dans la sélection des partenaires, donc c'est-à-dire de le faire étape par étape, d'être hyper exigeant dans le cahier des charges que tu as avec tes partenaires, d'avoir un niveau d'entente très fort avec eux, d'avoir un suivi quasi quotidien avec eux. Et je dirais, moi, de le faire, je le disais tout à l'heure, étape par étape, c'est-à-dire de ne pas se dire « Ok, je veux passer de 1 partenaire à 100 partenaires en 6 mois ». À mon sens, c'est pas faisable et c'est comme ça que tu te perds et c'est comme ça que la qualité de service, elle suit plus, quoi. Donc je pense qu'il faut le faire progressivement au fur et à mesure du développement de ton business. C'est très bien de vouloir livrer des vélos et c'est très bien de vouloir grossir et grossir le plus vite possible, mais il faut le faire sans jamais déprioriser la qualité. Parce que tu te donnes le meilleur argument pour que dans 6 mois ou 1 an, si la qualité de service n'est pas là, encore une fois, moi, mes clients, mon objectif, c'est évidemment qu'ils nous suivent et que quand on a réussi à convaincre 10 salariés de la boîte, que demain, on arrive à en convaincre 30, 50 et 100, quoi. Donc moi, c'est vraiment la clé de notre point. Donc je dirais ça, c'est 1, l'exigence dans la sélection des partenaires et 2, de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas aller trop vite là-dessus et de ne pas se laisser emporter par la partie développement commercial qui est évidemment cruciale parce que c'est comme ça que ta boîte se développe. Mais il faut pas brûler les étapes et pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs là-dessus, quoi. Dans le sens, est-ce qu'à un moment, tu avais perdu un peu les contrôles au niveau de la qualité? Peut-être que tu avais trop de clients par rapport justement à votre équipe ou que tu as dû vite réorganiser. Est-ce que vous savez vous arriver ou pas spécialement? Non, honnêtement, on n'en est pas à ce stade-là parce que pour l'instant, on a plutôt essayé de contrôler les choses. Mais ça pourrait arriver, ouais. Oui, en tout cas, on va faire en sorte que ça n'arrive pas, pardon, mais oui, c'est clairement un truc qui pourrait arriver. Quand tu te déploies un peu toute France, quoi. Est-ce que, donc typiquement, quand on a un nouveau client, on se pose toujours la question de se dire, ok, est-ce qu'on va être capable de le déployer avec une qualité de service la plus forte? Et si c'est une ville dans laquelle on n'est pas présent, on regarde d'abord les partenaires avec lesquels on pourrait travailler pour voir s'il y a un niveau de qualité de service qui est fort, quoi. On n'y va jamais en se disant, ok, j'ai un client, il peut me commander des vélos, mais franchement, j'ai un niveau de confiance sur le partenaire sur place qui est très limité. Donc je flippe et quand j'envoie des vélos, je ne suis pas serein du tout. On ne se sent pas de faire ça parce qu'en fait, on va se le reprendre dans la tronche à un moment donné. Vous savez ce que c'est, mais des avis Google, le bouche à oreille. Voilà, il faut qu'on ait un niveau de confiance très élevé. On a des avis Google qui sont très, très bons et on a des retours clients qui sont très bons. Clairement, on reste hyper attentif à ça et c'est pour ça que dans la structuration de l'équipe, on a aussi investi sur le fait d'avoir des premiers CDI qui soient sur cette partie-là, la partie opération et service client,
pour que ce soit au cœur de nos problématiques. Et juste pour finir du coup au niveau de la question, donc là on parlait de clients. Est-ce que du coup ça t'est déjà arrivé de refuser des clients? Est-ce que du coup ça t'arrive de du coup tout simplement sélectionner tes clients? Ouais, ça nous est déjà arrivé de refuser des clients. Typiquement, des clients qui à un moment donné voulaient beaucoup de vélos, des gens qui sont dans la livraison à domicile. On l'a pas fait parce que c'est des vélos qui auraient été surutilisés. C'est des vélos qui font plusieurs dizaines, parfois même centaines de kilomètres par jour parce qu'il y a énormément de trajets. Donc ça demande un entretien hyper fort et du coup là-dessus on n'aura pas été capable de suivre. C'est-à-dire que faire un entretien d'un vélo tous les 3 jours, un vélo qui est un peu massacré, ça n'aura pas été possible pour nous. Donc oui, on aurait fait des volumes. C'est des gens qui étaient capables de commander plusieurs centaines de vélos d'un coup, mais sauf qu'on n'aurait pas été capable de suivre. Donc d'un point de vue entretien et d'un point de vue suivi du vélo, on aurait été complètement largué et clairement on a décidé de ne pas y aller parce que c'était pas prudent, quoi. Donc voilà. Moi, ce que je me disais, c'est bien sur cette dernière étape, une fois que tout est suivi, que tu as un maintien, etc., comment ça se passe pour, je sais pas, je suppose que quand tu signes une entreprise, tu signes pour quelques salariés, et bien pour aller chercher les autres qui ne sont pas encore convaincus, pour convaincre d'autres personnes. Comment tu fais pour du coup t'étendre à partir de tout ça en fait? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, nous, on a 2 cycles de vente. Le premier, c'est de convaincre l'entreprise et les décideurs dans l'entreprise, donc le patron de l'entreprise ou les DRH, etc. Ça, c'est notre première étape. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on arrive à convaincre les salariés. Quand on a lancé Tandem, on pensait que quand on signerait un très grand groupe, directement, on aurait 100, 200, 300 salariés d'un coup qui viendraient dès la première livraison sonner à notre porte pour commander des vélos. Dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et après avoir échangé avec aussi des leaders allemands sur le sujet, c'est exactement comme ça que ça s'est passé chez eux. Tu as toujours un petit groupe d'early adopters qui lèvent la main pour tester le service. Donc c'est les gens les plus sensibles à l'innovation et aux tests qui vont s'équiper d'un vélo avec Tandem et qui du coup vont être un peu des ambassadeurs pour ensuite diffuser la qualité de l'offre auprès de leurs collègues et qu'à la machine à café ou au déj, ils en parlent en disant « ouais, j'ai eu un vélo Tandem, ça se passe hyper bien, etc. » Donc nous, notre rôle, c'est ça, c'est que la première livraison de salariés, ces gens-là soient forcément choyés et qu'on en fasse un peu des ambassadeurs pour diffuser un peu la bonne parole et aller convaincre d'autres de leurs collègues et amis en interne. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que la qualité de service soit la plus forte possible et la meilleure possible pour que ces premiers salariés-là arrivent à en convaincre d'autres. Et derrière, on fait en sorte aussi que notre marque existe. Ça veut dire qu'on essaie de créer une communauté pour essayer de développer tout un tas de tutoriels, d'astuces et de guides pour aider les gens à se mettre au vélo. Parce qu'on pense que si on est uniquement une marque B2B, quasiment marque blanche qui n'existe pas, forcément ça va moins donner envie aux salariés de s'équiper. Et on veut que demain, de par le choix de nos vélos, de par l'image de marque qu'on donne, de par la sympathie que ça peut dégager, les gens aient envie de s'équiper d'un vélo Tandem. Parce que la marque existe et que tu es affinitaire avec les valeurs, avec ce qu'on essaye de mettre en avant, quoi. Donc voilà, ça passe par 2 choses. Pour moi, c'est 1, la qualité de service via les premières personnes qui sont livrées, et 2, via l'expression de la marque qu'on essaie de faire, quoi. Les early adopters, ça va représenter quoi? 10% des salariés? Même moins, ça dépend des boîtes. Dans les PME, ça peut être 10%. Dans les grands groupes, parfois c'est moins de 5%. Mais donc quand c'est des groupes avec des milliers de salariés, ça représente un nombre en valeur absolue important. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, encore une fois, je leur dis, quand on avait discuté avec un des 2 leaders allemands là-dessus, il nous avait dit, les gars, même si vous signez une boîte de 10 000 salariés, vous verrez au début, vous aurez peut-être 20, 30, 40 salariés au max qui vont lever la main. Parce que les gens au départ sont forcément un peu frileux et qu'ils ont envie de tester. Ils ont envie de savoir si ça s'est bien passé, l'expérience s'est bien passée avec un de leurs collègues avant de se jeter à l'eau, quoi. À présent, on arrive un petit peu à la fin de cette interview. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as quelque chose à dire à notre audience, un défi que tu pourrais leur lancer pour soit commencer un business, soit un défi qui serait peut-être plus en rapport avec les mobilités Et ouais, si, défi que, à mon avis, quand tu as une micro-idée en tête sur la manière de monter une boîte, c'est de la tester, c'est d'en parler autour de soi. La première erreur qu'on peut faire, c'est de se dire « Ok, j'ai une idée, elle est géniale, je la trouve hyper bonne, je ne suis pas prêt de me lancer et je me lancerai que dans 1 an et demi, je vais la garder pour moi et j'attendrai le bon moment pour en parler. » La première chose, c'est que quand tu as une idée en tête, il faut en parler autour de soi, la tester pour directement avoir des feedbacks, voir si tu te plantes, voir s'il y a une réponse potentielle du marché, voir si c'est une bonne idée ou pas, ou si c'est une idée clairement pourrie. Parce qu'il faut vraiment se dire qu'il y a très très peu d'idées que les gens n'ont pas eu précédemment et sur lesquelles il n'y a pas d'autres personnes en France ou dans le monde sur lesquelles les gens bossent, des idées ultra rupturistes et qui prennent le monopole sur un marché, ça n'existe quasiment pas ou très peu. Donc si toi tu as eu l'idée, c'est que plein d'autres gens l'ont eu.
Ce qui va faire la diff, par contre, c'est l'exécution et la manière dont tu vas la mettre en œuvre et la qualité avec laquelle tu vas le faire. Donc pour ça, il faut que tu en parles. Il faut que tu le testes, il faut que tu ailles voir d'autres entrepreneurs, il faut que tu en parles autour de toi avec des potentiels clients, etc., etc. Donc le premier défi moi, que je donnerais, c'est ça. Vous avez un début d'idée, même une micro-idée, parlez-en autour de vous pour la tester. Le gardez surtout pas pour vous en pensant que c'est un secret qu'il faut pas dévoiler parce qu'on va vous piquer l'idée, quoi. Ça, c'est vraiment, à mon avis, la fausse bonne idée. Du coup, si jamais aujourd'hui on a des gens qui sont intéressés, qui sont déjà dans des entreprises, etc., qui seraient potentiellement du coup intéressés par du coup ton offre Tandem, Ouais. où est-ce que ça se passe ou où est-ce qu'ils peuvent voir ça? Yes, ils peuvent aller sur notre site qui est tandemcompany.fr. Compagnie, c'est comme en anglais, COMPANY, sur lequel il y a tous les détails sur notre offre et la prise de contact. Ils peuvent m'écrire directement aussi s'ils veulent. Donc voilà, je m'appelle Arthur, vous l'avez vu. Par ce biais-là, ils peuvent rentrer en contact avec nous en ayant en tête que nous, on peut aussi aider les salariés à convaincre leur boss et convaincre leur DRH. L'idée, c'est qu'on a pas mal de salariés qui nous disent voilà, moi j'aimerais bien que ma boîte mette ça en place. Comment je fais? Et nous, on leur donne tout un kit de communication pour essayer d'aller convaincre leur boss et convaincre leur DRH pour mettre ça en place et pour leur prouver les bénéfices que ça pourrait apporter à leur boîte. Donc le premier contact, il ne se fait pas forcément par le patron de l'entreprise ou par le décideur, il se fait aussi par les salariés. Parce qu'on pense que c'est aussi les salariés qui vont aider la boîte à se moderniser, à avancer sur le sujet et à aller titiller un peu la direction pour mettre en place ce genre de service-là, quoi. Et bien voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette interview. Merci infiniment en tout cas Arthur d'être passé du coup sur cette édition d'Esprit Entrepreneur. Donc voilà, comme toujours, vous retrouverez sur notre site internet espritentrepreneur.fr un résumé écrit. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire ou encore à liker cette vidéo. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour une prochaine interview d'Esprit Entrepreneur.